Bonjour. Alors, je remercie aussi la mairie de Narbonne, Monsieur Perrault, Madame Josiane Marcelou, d'avoir pensé à moi pour prendre la responsabilité de vous parler des nanos. Je vais commencer directement, j'entre dans le vif du sujet, sans oublier quand même de vous dire que ce sujet, je m'y suis intéressé à l'époque, il y a déjà quelques années, où je travaillais sur les toxiques qui agressent notre cerveau, dans une grande enquête qui s'appelle Menace sur nos neurones, où je m'étais penché donc sur un certain nombre de substances telles que l'aluminium, le mercure, le plomb, etc., et qui appartiennent à une catégorie de substances dont on ne parle pas vraiment, qui s'appelle les neurotoxiques. Neurotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour le système nerveux et en particulier pour le cerveau, le système nerveux central, qui sont donc des toxiques qui font, hélas, de gros dégâts, qui sont bien documentés. Pour l'aluminium, par exemple, sa neurotoxicité est connue maintenant depuis une bonne 50aine d'années. Ça nous rappelle un dossier sur lequel j'avais beaucoup travaillé, l'amiante, qu'on connaissait aussi depuis au moins 50 ans, et contre lequel, finalement, très peu de prévention était mise en place, et par contre, beaucoup de mensonges et beaucoup de propos rassurants de la part des industriels, et y compris des autorités qui s'étaient plus ou moins montrées complaisantes, voire très complaisantes, par rapport à ce dossier. Bon, et j'ai découvert, donc à l'occasion de ce travail avec Marie Grossman, une biologiste, qu'on avait un nouveau problème, massif, énorme, qui était que ces substances, mercure, plomb, il y en a beaucoup d'autres, mais enfin, les plus connues, on va dire, et celles dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est mercure, surtout plomb un peu, et aluminium, qui est un des neurotoxiques majeurs aujourd'hui, et parmi les plus répandus. On s'est aperçu donc que ces produits classiques, connus depuis l'Antiquité grecque, au moins, eh bien, aujourd'hui, ils se présentent sous une forme nouvelle, particulièrement inquiétante, comme vous allez le voir, et même anxiogène. Ces substances, donc aluminium, plomb, mercure, et il y en a bien d'autres, donc se présentent aujourd'hui sous une forme nanométrique, c'est-à-dire innovante. Autrement dit, sous une forme qui intéresse beaucoup les industriels, parce que c'est une forme plus active de ces produits. On verra comment le bricolage, l'ingénierie des nanotechnologies permet aujourd'hui d'avoir donc des molécules de la même nature, mais dont la taille est très différente, dont les agrégats aussi et les utilisations sont devenues aujourd'hui massives à notre insu, c'est-à-dire que les nanoparticules sont entrées dans notre vie en catimini. Personne ne nous en a parlé. Et pourtant, on avait connu des scandales comme ceux de l'amiante, ceux du plomb ô combien, etc., ceux du mercure en particulier, mercure qu'on trouvait dans les plombages et tout un tas de dispositifs médicaux et autres. Pour les nanos, je pense à chaque fois que je ressonge à ce dossier, je repense à Henri Pézra, qui est un grand toxicologue français, grâce à qui on a obtenu l'interdiction de l'amiante en France et ensuite en Europe, qui était un combat, mais vraiment de plusieurs décennies, acharné, et donc il est décédé maintenant depuis des années. Il n'avait pas connu le dossier des nanoparticules, et je pense à lui en me disant, on était tellement content, tellement heureux d'avoir obtenu l'interdiction de l'amiante, en se disant, là vraiment, on a fait un pas historique, la prévention va changer, on en aura tiré les leçons, etc. L'opinion publique est aiguisée maintenant sur ce type de problème, donc je pense à lui souvent en me disant, il se retourne dans sa tombe, parce qu'avec les nanos, on est revenu à la préhistoire de la prévention, c'est-à-dire que personne ne nous a prévenus. Les industriels ont agi totalement de façon discrète, voire secrète. La complaisance des politiques a été extrêmement grave. Et au nom de la compétition internationale, au nom aussi de la peur que risquait de générer dans la population la discussion sur les nanos, parce que les industriels avaient été échaudés par, vous savez, la mobilisation, en particulier en France, contre les OGM. L'ingénierie, on va dire, génétique, qui permet de manipuler donc
les végétaux en particulier, mais aussi les animaux, etc. Et donc il y a eu un boycott des Français, on va dire assez massif, contre les OGM, ce qui fait que les industriels ont reculé. On arrive à les faire reculer quand on choisit, quand on regarde de près ce qu'on met dans son caddie, ce qu'on achète. Et j'ai retrouvé des éléments dans le cadre de mon enquête montrant que de concert avec un certain nombre de sénateurs, enfin de parlementaires, sénateurs et députés, eh bien, les industriels ont choisi, ainsi que les politiques, de rester discrets sur le dossier des nanos pour ne pas susciter l'opposition qu'ils avaient rencontrée avec les OGM. C'est un des grands éléments d'explication du silence qui entoure les nanos, nanos qui ont commencé à envahir le marché à partir des années 90. Vous voyez que ça fait quand même un certain temps. Et on découvre le problème qu'aujourd'hui, et encore l'opinion semble découvrir le problème avant les élus eux-mêmes, d'une façon générale, même s'il y a eu des élus qui ont tiré la sonnette d'alarme au niveau européen ou au niveau français, c'était des lanceurs d'alerte finalement qui sont restés à crier dans le désert, qui n'ont pas été écoutés. Je vais tout de suite commencer par la définition des nanos, savoir de quoi on parle, et puis vous en montrer quelques-unes. Alors là, vous voyez à l'écran un nanotube, ce qu'on appelle un nanotube, donc invisible à l'œil nu. C'est une des... Alors c'est une image un peu fictive, on va dire, voilà, très géométrisée, c'est un peu moins régulier que ça en réalité, mais on a voilà, la représentation la typique d'un nanotube, et je vais vous en montrer d'autres, qui sont des images que vous pouvez commencer à voir dans les médias, aujourd'hui dans les magazines en particulier. Je vais vous dire à chaque fois celles qui sont vraies et celles qui sont dessinées, voire imaginées, parce que le problème des nanos, c'est qu'on ne les voit pas, puis quand on les regarde au microscope même électronique, on a des formes très approximatives. Là, ici, on a la figuration de ce qu'on appelle un nanorobot, puisque à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire du milliardième de mètre, millionième de millimètre, donc on ne voit absolument pas à l'œil nu, on est dans des échelles qui se situent autour de la dimension du virus de la grippe, par exemple, qui est de 3 à 5 nanomètres. Vous voyez. Donc les nanorobots sont des engins que les ingénieurs essaient de mettre au point, et pour certains c'est déjà mis au point, qui peuvent intervenir au sein du corps humain. Et l'idée, là, le projet, c'est d'avoir des petits nanorobots qui vont circuler dans nos vaisseaux et qui vont réparer les petites lésions dès qu'il va y en avoir, ou détruire les mauvaises cellules cancéreuses. Et ça, c'est un dessin de fiction, parce qu'évidemment, on ne peut pas voir les nanos de cette manière. Donc là, qui intervient sur des globules rouges. Donc là aussi, c'est une figuration moléculaire de nanos. Là, c'est une vraie photo. Pour certaines nanos, on a une configuration, souvent ça ressemble à ça d'ailleurs. Là, c'est encore la figuration classique qui peut nous faire penser à la modélisation là, du virus du sida. Sur le bouquin que j'ai fait, Nanotoxique, on a une figuration qui s'inspire de ça. Son intérêt, je veux dire, bon, c'est l'invention d'un dessinateur à chaque fois. Bon. Mais ça figure le principe même des nanos, et c'est le souci des dessinateurs, l'inquiétude qu'on peut avoir. C'est pas très sympathique non plus à voir comme ça. On a l'impression d'une sorte d'oursin technologique. Ça incarne assez bien, je trouve, finalement, toutes ces figurations, le problème des nanos tel qu'on va le développer. Bon, toujours là, l'incarnation de la régularité qu'on arrive à obtenir aujourd'hui dans la construction moléculaire. Ça, c'est parmi les premières nanos inventées, les fullerenes. Ça ressemble à des ballons de foot, un peu, des ballons de football. Là, on est encore dans les nanotubes de carbone. Intéressant, les nanotubes de carbone, c'est une des nanos les plus utilisées aujourd'hui. Et on en a dans les articles de sport, en particulier les cannes à pêche ultra légères, les raquettes de tennis ultra légères, etc., souples, qui ont une réactivité formidable, dans les textiles sportifs en particulier. Donc vous savez, tous ces textiles qui vont être à la fois antitranspirants, très élastiques, très légers, éventuellement 100 fois plus résistants que l'acier, vous imaginez, d'une imperméabilité formidable, quasi inusable, etc. etc. Et donc toutes ces performances qu'on a grâce aux nanos, donc formidable du point de vue industriel,
formidable du point de vue technique, on va dire. Donc formidable à tout point de vue, sauf si on considère la santé publique. Et ça, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Alors pour vous donner simplement une indication, la loi dans le monde entier aujourd'hui, et y compris en France, c'est que la part consacrée à la prévention par rapport à ce que les nanos peuvent rapporter aux industriels et à la recherche, elle est de l'ordre de 1 à 2%. Je vais vous dire à quel point la santé est vraiment complètement à la marge. 1%, c'est rien par rapport à l'arrivage massif permanent de nouvelles nanos qui ne sont pas testées. Et au passage, donc les nanotubes de carbone, qui sont parmi les plus utilisés des nanos, eh bien, on sait aujourd'hui par les études toxico, présentent à peu près les mêmes inconvénients que les fibres d'amiante, c'est-à-dire notamment ultra-cancérogènes. On pourra y revenir si vous voulez. Donc une simple canne à pêche que vous cassez, par exemple, comme je l'ai vu faire, on la met dans le coffre, et puis on ne l'a pas bien repliée, et on ferme le coffre, et ça tape dessus. Et là, ça casse quand même, c'est pas non plus... Et à ce moment-là, on voit toutes les petites fibres qui sont là, qui sont donc du même ordre que les fibres d'amiante. Je rappelle toujours que les fibres d'amiante, elles sont dangereuses fondamentalement parce que leur diamètre est d'ordre nanométrique. Ça, c'est type même de nano naturel. Une fibre d'amiante, à l'œil nu, vous ne la voyez pas. Il faut qu'il y ait un agrégat pour voir l'amiante. Bon. On a l'impression de voir une fibre. Quand on voit une fibre, en fait, c'est déjà un agrégat de plusieurs fibres. Chaque fibre, le diamètre est de l'ordre de 300 à 600 nanomètres. On a vraiment là de la nanoparticule naturelle et qui pourtant est extrêmement dangereuse. Le danger avec l'amiante, c'est au lieu de laisser les roches d'amiante sous le sol, c'est de les dégager, de les traiter industriellement et d'en mettre partout. On reviendra là-dessus. En tout cas, voilà, on en a aujourd'hui partout. Et ce n'est pas du tout pris en compte par la prévention. Et les premiers exposés, évidemment, c'est les travailleurs des nanos. Aujourd'hui, dans des laboratoires, des usines de plus en plus nombreuses, on a des travailleurs exposés et très mal protégés. C'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc, les nanos, on se situe, 10 nanomètres, 100 nanomètres. On se situe à partir de là. Ici, on avait un globule rouge. Vous voyez, on est au-dessus. 1 nanomètre. Ici, on a une molécule. Ici, on a un atome. 0,1 nanomètre. Vous voyez que c'est vraiment tout petit. 0,1 nanomètre, c'est la dimension, on va dire, commune d'un atome. Donc, quelques atomes, on est vraiment dans les nanomètres. Et j'arrive même pas à voir ce qui est représenté. Oui, alors on a là, ici, le diamètre du... Oui, je veux bien, merci. Le diamètre de l'hélice génétique, de l'ADN. Donc au-dessus, on passe, vous voyez, même la bactérie, par exemple, on est déjà en micromètre, c'est-à-dire qu'on est 1000 fois plus gros. Bon. Et on a à gauche la combustion 20 nanomètres. C'est un standard pour les poussières ultra fines, produites notamment par les fumées d'usine, mais aussi par, il faut le savoir, par la fumée des volcans, ou la fumée même d'un simple feu de bois. Un feu de bois dégage des nanos. Ça, c'est des particules, on va dire, naturelles, mais auxquelles l'homme est habitué depuis l'origine du feu. Donc la sélection naturelle, vous voyez, les organismes qui n'étaient pas adaptés pour résister à ça, ils ont disparu. Bon. Et aujourd'hui, même s'il est possible de considérer que la fumée produite par nos cheminées est un facteur, l'essentiel en termes d'adaptation humaine et de sélection a été fait. Donc on ne peut pas mettre du tout sur le même niveau d'égalité les nanos produites aujourd'hui par les industriels et celles auxquelles on s'est habitué et face auxquelles on s'est sélectionné naturellement. Les enjeux commerciaux, économiques et militaires, il faut bien penser que là on est dans une situation où le militaire joue un très grand rôle. Les enjeux donc militaires, économiques des nanos sont absolument colossaux. C'est du jamais vu dans un secteur industriel jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une course effrénée et un système de subvention qui s'est mis en place dans tous les pays
très très important en direction des industries qui se mettent au nano. En France, aujourd'hui, chaque année, ça tourne autour de plusieurs milliards qui sont concédés, qui sont subventionnés. À l'échelle de l'Europe, c'est d'énormes subventions aussi, qui vont directement aux plus grosses sociétés, aux plus grosses entreprises, Danone, Coca-Cola, enfin pour l'agroalimentaire, Nestlé, McDo, et ces milliards donc, sont aussi en partie donnés à des petites sociétés, des start-up qui travaillent sur des brevets autour des nanos, parce qu'il y a une course aux brevets aussi formidable, enfin énorme, qui sont des petites entreprises montées d'ailleurs par ces très grosses multinationales, qui sont présentes sur tous les territoires aujourd'hui du monde et qui brandissent tous auprès des gouvernements l'argument de la compétition internationale. C'est assez amusant parce que c'est les mêmes en fait, qui sont dans les différents pays et sur tous les continents et qui, soi-disant au nom de la compétition, doivent obtenir des soutiens financiers des États. Cette course au nano, donc dans une situation d'aubaine économique formidable entretenue par les industriels, donne lieu à une guerre économique qui passe par en fait la guerre des mots, puisque le problème numéro 1 des industriels, c'est l'opinion publique, c'est-à-dire comment allons-nous réagir. Donc on nous a caché les choses très soigneusement et très habilement jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que quelques associations un peu mobilisées sur le sujet. Vous voyez, c'est la première collectivité Narbonne qui m'invite pour parler des nanos. Donc je vous remercie d'autant, mais c'est symptomatique de cette difficulté à affronter ce sujet qui paraît très complexe. En fait, dès qu'on s'y habitue un peu, ça paraît beaucoup plus simple. Et la guerre des mots, c'est évidemment, on ne le sait pas assez, la guerre des lois. C'est-à-dire que quand vous arrivez à donner une définition officielle à une substance ou une catégorie comme là les nanos, derrière, vous allez en tirer tout un tas de bénéfices du point de vue économique et légal. Je vous explique tout bêtement. La définition officielle des nanos, aujourd'hui, donnée par la Commission européenne, c'est toutes les particules qui font de 1 à 100 nanomètres. C'est assez curieux, puisque en physique, normalement, et en chimie, jusqu'ici, le nanomètre et les nanoparticules, c'était de 1 à 1000. La loi concernant le contrôle des nanos s'applique donc aux nanos qui ont au moins une dimension qui va de 1 à 100 nanomètres. Quid des nanos qui font 150, 200, 300, ou comme les fibres d'amiante qui faisaient 300 à 600. On a en fait seulement là, vous voyez, dans l'unité de mesure, quelque chose qui a été inventé de toutes pièces par les représentants des industriels à la Commission européenne, qui est d'obtenir donc une définition des nanos très restrictive et qui est aujourd'hui la définition légale. Au point que beaucoup de journalistes, vous savez, quand ils parlent des nanos, ils répètent, les nanos, c'est les particules qui vont de 1 nanomètre à 100 nanomètres. Et personne ne se pose la question, s'étonne de dire, mais pourquoi d'habitude, normalement, ça va jusqu'à 1000, comme toutes les unités de mesure dans le domaine. On exclut ainsi énormément de nanos de la réglementation et de la loi, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où les industriels peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, tant que ça ne fait pas de 1 à 100, et on va voir que même quand ça fait de 1 à 100, ils ont inventé encore d'autres notions pour se dégager des contraintes. Bon. Alors, il y a une définition qu'on n'a pas là, que je n'ai pas mise au tableau, c'est la définition des nanomatériaux. Très très important, parce que les nanomatériaux, donc, ce sont les produits dans lesquels il y a des nanos, c'est-à-dire des produits de base. Par exemple, un ciment peut être un nanomatériau à partir du moment où ce ciment donc, comporte des nanos, et non pas des molécules anciennes. De la même manière, donc, tout un tas de matériaux normalement devraient être appelés nanomatériaux parce que leur composition repose essentiellement sur la présence des nanos. Les industriels ont obtenu auprès de la Commission européenne encore qu'on appelle nanomatériaux que les matériaux contenant au moins 50% de nanos. Quid des autres?
eh bien, ils sont hors la loi, il n'y a pas aucun problème. Ça, c'est la guerre des mots, c'est la guerre rhétorique. Et aujourd'hui, c'est ça le lobbying, fondamentalement, hein, c'est arranger les notions en commission de façon à pouvoir avoir les lois les plus confortables du point de vue de la santé publique. Parce que l'enjeu, c'est évidemment celui-là. Donc ne seront testés en tant que nanos, à partir du moment où la loi imposera, ce qui n'est pas encore le cas, de tester la toxicité des nanos utilisés, que les produits comportant au moins 50% de nanos. Et autrement dit, il n'en reste plus beaucoup. Alors, si je l'avais là, voilà, c'est définition de nanomatériaux par la Commission européenne en octobre 2011, et c'est devenu donc la définition officielle, c'est-à-dire au moins 50% de nanos dedans. Autrement dit, un yaourt, par exemple, qui contient des nanotitanes, du nanotitane ou du nano-argent, ou bien d'autres nanos, ce qui est devenu très très courant, quasi incontournable, eh bien, normalement, il ne fait pas l'objet de tests. Ce qui, évidemment, il contient moins quand même que 50% de nano. D'accord ? Alors ici, vous avez les industries concernées. Bon, on voit qu'elles sont toutes là, j'aurais même pu en rajouter encore. Donc textile, industrie de la santé, donc de plus en plus dans tous les médicaments on en a. L'automobile, l'énergie, donc l'informatique, le bâtiment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de matériaux de construction des immeubles comportent des nanos. Par exemple, dans le béton ou dans les surfaces de revêtement des bâtiments pour avoir une surface auto-nettoyante. Alors évidemment, économiquement, vous voyez l'intérêt pour les producteurs. Par contre, le fait que les revêtements subissent l'érosion et donc que des nanos soient propagés dans l'air et qu'on les inhale, ça personne n'en parle. Industrie militaire, un mot quand même là-dessus, c'est un peu comme avec le nucléaire. Vous savez que un des facteurs de nucléarisation du monde, ça a été évidemment les applications militaires. Ça nous a été vendu, d'ailleurs, quand on refait l'histoire du nucléaire, je l'ai un peu refait, ça nous a été vendu comme une panacée le nucléaire. Au début, dès qu'on a découvert les rayons X, fin du 19e, déjà, le rêve s'est mis en place. On nous a vendu le nucléaire comme quelque chose d'absolument formidable, qui allait éradiquer le chômage, les problèmes d'énergie, enfin tout. Et aussi constituer des armes, bien sûr, qui allaient imposer la paix dans le monde, puisque sinon on se serait autodétruit, etc. Donc on voit ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'on a beaucoup rêvé, on en mettait même dans plein de médicaments, dans les produits cosmétiques et tout ça du nucléaire. Dans les années 30, nos grands-parents ont tous connu des savons au radium, des pommades au radium, où on prenait des bains moussants au radium, etc. C'était, voilà. On nous vendait ça comme la panacée, exactement comme aujourd'hui les nanos, et on sait depuis évidemment que les inconvénients du nucléaire, il y en avait quand même un certain nombre, et qu'on les a découverts un peu trop tard, et sinon on n'aurait pas été avec un tel engouement. Il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques d'ailleurs sur les cancers qui ont été induits par ces utilisations massives du radium. Et même dans certains aliments, certains sirops étaient vendus comme ou purifiants grâce au radium qu'on mettait dedans. C'est une histoire très similaire, en fait, les deux. Sauf que du nucléaire, donc il n'y en avait quand même pas partout, et qu'aujourd'hui, les nanos, il y en a vraiment partout. Alors là, les intérêts pour les industriels, donc je les ai un peu énumérés, légèreté, plus de solidité, plus de résistance. Pour les pneus, par exemple, il y en a aujourd'hui dans beaucoup de pneus, eh bien, les pneumatiques, l'intérêt, c'est l'adhérence, là, qui va être très supérieure. On conçoit des molécules qui ont des facultés d'adhérence très supérieures grâce donc à leur effet taille, nano. Je voudrais vous expliquer quelque chose quand même de fondamental pour comprendre une des raisons de la supériorité, de l'efficacité des nanos, notamment due à l'effet taille. Imaginons que ce livre-là, il n'y ait pas de page, que ce soit un bloc de papier comme ça, un peu comme un pain de sucre. Je le mets dans l'eau, donc il va mettre un certain temps avant de se dissoudre, de se mélanger avec l'eau. Si je le divise en 300 pages, vous voyez, et que je jette ces pages dans l'eau, c'est un peu comme un pain de sucre que je transforme en poudre de sucre, l'avantage c'est que ça va se dissoudre beaucoup plus vite. Et ça veut dire quoi du point de vue toxicologique? C'est un truc que connaissent bien les toxicologues. C'est ce qu'on appelle la réactivité de surface.
c'est que l'échange moléculaire ou l'échange des atomes d'un gros morceau, d'une grosse particule comme ça, bon, il va se limiter à l'échange de surface, vous voyez, mais si je le divise en plein de petits morceaux, ça va aller beaucoup plus vite. La réactivité avec le contexte dans lequel est plongé cet élément va être extraordinairement multipliée, là en l'occurrence par 300. Donc c'est tout l'intérêt du sucre en poudre, c'est qu'il va se dissoudre très vite. Mais ça veut dire, du point de vue toxico-chimique, quand il est dans l'organisme, au contact des cellules, eh bien, la substance particulière va être dans un échange intense, et on constate effectivement en toxico que, du coup, la nocivité elle-même est considérablement décuplée. J'insiste là-dessus parce que, traditionnellement, on a l'impression, intuitivement, que plus c'est petit, moins c'est dangereux. Et bien là, c'est tout le contraire. Plus c'est petit, plus il y a une grosse réactivité de surface, l'échange des atomes est intense, et plus c'est petit, plus ça voyage loin dans l'organisme et rien n'arrête. Il y a une histoire de la promotion des nanos, où là j'ai consacré une vaste enquête à aller interroger les premiers inventeurs, c'est-à-dire Drexler et autres, et où j'ai découvert que les chercheurs dans ce domaine, ça a commencé beaucoup aux États-Unis et au Japon, étaient évidemment très subventionnés par les grosses industries, et on trouve toutes nos grandes multinationales qu'on connaît bien en informatique, en automobile, en chimie et en agroalimentaire, ont créé des instituts, des revues, des reportages pour les médias, etc. Et ont fait rêver, en particulier aux États-Unis, là c'était énorme, on a fait rêver à partir des années 80 les Américains et même le personnel politique sur l'avenir qu'allaient nous ouvrir les nanos. Et en particulier par ce chercheur Eric Drexler qui a publié un best-seller qui a fait le tour du monde qui s'appelle Engin de création, qui est traduit en français aussi. C'est intéressant à lire parce que avec ça, il a fait rêver toute l'Amérique. Il a obtenu pour les industriels des subventions colossales, c'était le vrai démarrage. Il a fait rêver donc les Américains, et notamment avec ce thème qui est récurrent, qu'on entend de plus en plus par les lobbyistes et les leaders d'opinion du monde médical qui sont aussi subventionnés par ces industries, dont le propos, le rêve fondamental était de dire nous sommes peut-être la première génération, les toutes premières générations qui vont entendre leurs petits-enfants leur dire un jour « Dis papy, dis mamie, c'était comment à l'époque où on vieillissait encore ?» C'était comment, et là je le dis toujours en frissonnant, hein, malgré les conférences et tout ça, c'était comment à l'époque où on mourait encore. Et Drexler et beaucoup d'ingénieurs des nanos nous disent ça. Nous sommes peut-être la dernière génération mortelle ou la première à passer à l'immortalité grâce aux nanotechnologies et en particulier à tous ces nanomédicaments qui envahissent le marché et qui viennent combattre dans notre organisme, sous la forme plus ou moins sophistiquée de robots ou de nano-objets, eh bien, les lésions et les mauvaises cellules qui nous font vieillir et qui viendraient réparer l'ADN, etc. Et la course est lancée depuis des années dans ce domaine. Voilà, on peut passer aux questions peut-être.